Le 26 novembre 1941, quelque part au nord des îles Kuriles du Japon, dans des eaux si froides et reculées qu'aucune route maritime ne les traverse, une vaste armada se glisse silencieusement dans le Pacifique ouvert. 6 porte-avions, la fierté de la marine impériale japonaise, flanquée de plus d'une douzaine de navires de guerre. Des destroyers fendent la houle grise, des pétroliers suivent derrière. Maintenant la flotte en vie tout au long de son long voyage vers le sud. Chaque navire opère sous un silence radio total. Pas une seule transmission, pas un seul signal vers le monde extérieur. Cette flotte n'existe pas. À des milliers de kilomètres au sud-est, la base navale américaine de Pearl Harbor repose dans la quiétude dorée d'un dimanche matin hawaïen. Une grande partie de la flotte du Pacifique des États-Unis est au port, des cuirassés alignés le long de ce que les marins appellent Battleship Row, leurs coques luisant dans la lumière matinale. Pendant 11 jours, la flotte japonaise a traversé le Pacifique dans le secret absolu. Il est interdit à ses équipages d'envoyer ne serait-ce qu'un mot. 11 jours de silence sur l'océan ouvert avec, devant eux, rien que l'horizon et le poids de ce qu'on leur a ordonné de faire. Et quand le coup tombera, il sera si soudain, si dévastateur et si total qu'il brisera l'illusion de sécurité qu'une nation entière s'est construite et allumera un conflit qui consumera le Pacifique pendant les 4 années suivantes. Ceci est l'histoire de la guerre dans le Pacifique. Elle commence par une attaque surprise horrifiante, puis se propage comme un raz de marée à travers de vastes étendues d'océan. Avant qu'elle ne soit terminée, elle lancera une forme entièrement nouvelle de guerre navale et enverra des hommes courageux au combat sur certains des terrains les plus éprouvants de la planète. C'est une histoire de fanatisme terrifiant et d'héroïsme personnel extraordinaire, racontée à travers des détails captivants, des films en couleurs spécialement améliorés et des images rarement vues, dont une grande partie a été filmée par les troupes elles-mêmes. Elle commence par une question qui a hanté l'Amérique pendant des années et résonne encore aujourd'hui. Comment le pari du Japon de porter un coup décisif et rapide est-il arrivé si près de réussir et pourquoi, en fin de compte, a-t-il échoué? Pour comprendre comment l'Amérique a été prise en flagrant délit ce matin de décembre, il faut comprendre quelque chose que la plupart des gens ont oublié, quelque chose qui semble presque impossible à croire, vu tout ce qui a suivi. Jusqu'à récemment, le Japon et les États-Unis avaient été amis. Mais l'amitié, comme la paix, peut être fragile. Et dans les années 1930, une maladie balaya le monde, un nationalisme forcené, et le Japon l'attrapa avec autant de virulence que l'Europe. En Allemagne, Adolf Hitler s'empara du pouvoir et capta l'attention du monde avec ses promesses de Reich millénaire. En Italie, Benito Mussolini chantait sur le même air nationaliste, rêvant d'un nouvel empire romain. Et maintenant, au Japon, un nouveau régime militariste montait en puissance, animé par le même mélange toxique d'orgueil blessé et d'ambition impériale, jurant de restaurer la grandeur du pays par la force. La Grande Dépression avait dévasté l'économie du Japon, tout comme elle avait dévasté les économies de l'Europe et de l'Amérique. Et dans les décombres de cet effondrement économique, les militaristes trouvèrent leur opportunité. Ils promettaient l'ordre, ils promettaient la force, ils promettaient un Japon qui ne s'inclinerait devant personne. Les signes de ce qui se préparait étaient impossibles à manquer pour quiconque voulait bien les voir. En 1937, une impitoyable machine de guerre japonaise déferla sur la Chine, laissant dévastation et atrocité dans son sillage. Des villes furent mises à sac, des civils massacrés. C'était une conquête d'une ampleur qui choqua le monde. 3 ans plus tard, les Japonais étendirent leur campagne brutale plus au sud, envahissant les anciennes colonies françaises du Cambodge, du Vietnam et du Laos. C'était un geste qui força enfin l'Amérique à réagir. À l'été 1941, les États-Unis gelèrent les actifs financiers du Japon à l'étranger et imposèrent un embargo pétrolier. L'impact fut immédiat et dévastateur. Le Japon recevait 80% de son pétrole de l'Amérique. Du jour au lendemain, le sang vital de la machine militaire japonaise avait été coupé. Sans pétrole, les chars ne pouvaient rouler, les navires ne pouvaient naviguer, les avions ne pouvaient voler. Le grand projet impérial du Japon était étranglé dans son berceau. Des diplomates japonais se rendirent à Washington pour négocier. Les relations entre les deux pays étaient tendues, crispées, presque au point de rupture. Mais personne aux États-Unis ne s'attendait à la guerre. Les négociations pourraient échouer, pensait-on, mais sûrement on n'en arriverait pas là. Puis un nouveau dirigeant prit le contrôle à Tokyo et tout changea. Hideki Tojo était un général ambitieux et un nationaliste fanatique. À l'automne 1941, à peine 2 mois et demi après l'entrée en vigueur de l'embargo pétrolier américain, Tojo fut nommé Premier ministre du Japon. Son rêve n'était rien de moins qu'un empire japonais s'étendant sur toute l'Asie. Et contrairement à ses prédécesseurs, Tojo n'était pas intéressé par les négociations avec les Américains, pas le moins du monde. Derrière les portes closes du ministère impérial de la guerre, il planifiait déjà la guerre. Le calcul de Tojo était d'une simplicité brutale. S'il pouvait neutraliser la flotte du Pacifique de l'Amérique d'un seul coup soudain et écrasant,
alors l'opposition américaine s'effondrerait tout simplement. Les États-Unis, croyait-il, étaient une nation molle, riche mais décadente, puissante mais dépourvue de l'esprit guerrier nécessaire pour mener une guerre prolongée dans un océan lointain. Détruisez leur flotte, saisissez l'empire dont vous avez besoin, et les Américains négocieront plutôt que de combattre. C'était un pari bâti sur l'arrogance et une profonde et fatale incompréhension de l'ennemi qu'il s'apprêtait à réveiller. Au début de décembre 1941, le département de la guerre américain intercepta des avertissements d'une attaque japonaise imminente. Le renseignement était là, les signaux étaient là. Les sonnettes d'alarme auraient dû être assourdissantes, mais quand le coup tomba enfin, au matin du 7 décembre, les troupes américaines furent prises complètement et totalement par surprise. Ce matin de décembre, à bord des porte-avions japonais maintenant positionnés au nord d'Hawaï, un dernier briefing eut lieu. Les pilotes se rassemblèrent dans des salles de préparation exiguës sous le pont, étudiant des cartes et des photographies aériennes de Pearl Harbor qu'ils avaient mémorisées des semaines auparavant. Chaque mouillage, chaque ancrage, chaque piste d'atterrissage, gravée dans leur esprit. Des officiers nouèrent des bandeaux cérémoniels autour de leur front. Il y eut des derniers mots d'encouragement. Puis, dans la lumière grise avant l'aube, une vague de plus de 180 avions de guerre décolla. Chasseurs, bombardiers en piqué, avions torpilleurs, leurs moteurs brisant le silence du Pacifique vide alors qu'ils prenaient formation et viraient vers le sud, en direction des îles d'Hawaï. Les porte-avions, leurs ponts maintenant dégagés, se tournèrent face au vent et attendirent. 1 heure plus tard, à 7h55 un dimanche matin, alors que la moitié de la base dormait encore, ils étaient au-dessus de Pearl Harbor. Le port s'étalait en dessous comme une maquette, les grands cuirassés immobiles dans l'eau calme, totalement exposés. Pour les pilotes japonais, c'était presque trop facile. L'attaque fut rapide et sans pitié. 5 navires de guerre américains furent touchés presque immédiatement, des torpilles s'écrasant contre leurs coques avant même que leurs équipages ne comprennent ce qui se passait. En moins d'1 heure, 2 cuirassés américains coulaient sous l'eau huileuse. 2 autres avaient chaviré, leurs coques massives retournées. 2 autres étaient gravement endommagés, en feu et gitant. Les avions américains, alignés bout d'aile contre bout d'aile, sur les pistes de l'île, disposés pour l'inspection et non pour le combat, furent mitraillés et bombardés jusqu'à n'être plus que des épaves. Alors que les nouvelles de l'attaque se répandaient à travers l'Amérique, grésillant dans les postes de radio des salons, des restaurants et des églises, il y eut le choc, l'horreur et une rage qui ne s'apaiserait pas pendant 4 ans. Mais si le Japon croyait avoir porté le coup fatal à la puissance navale américaine dans le Pacifique, il se trompait, car le matin du raid aérien, les 3 navires les plus importants de la flotte du Pacifique, ces porte-avions, n'étaient pas au port. Par pure chance, ils étaient en mer pour des manœuvres de routine. Les bombardiers japonais avaient détruit des cuirassés, oui, symbole de l'ancienne marine, mais ils avaient manqué les armes de la nouvelle. Avoir manqué ces porte-avions s'avérerait être une erreur japonaise catastrophique, une qui les hanterait jusqu'à Midway et au-delà. Mais dans les suites immédiates de Pearl Harbor, ce fait offrait peu de réconfort, car l'Amérique allait être prise au dépourvu encore et encore. À peine 10 heures après Pearl Harbor, des bombardiers japonais apparurent soudain au-dessus de Clark Field aux Philippines, la principale base aérienne de l'Amérique dans tout le sud-est asiatique. Malgré 10 heures d'avertissement, 10 heures pendant lesquelles l'attaque contre Hawaï était déjà connue du monde entier, les avions américains de Clark Field étaient encore au sol. Le bombardement fut suivi d'une seconde vague de chasseurs zéro japonais qui mitraillèrent tout ce qui restait debout. 45 minutes plus tard, une grande partie de la puissance aérienne américaine dans toute la région avait été détruite. Les Japonais avaient pris les États-Unis au dépourvu pour la seconde fois en une seule journée. En Amérique, le choc se transforma en indignation. 32 heures après l'attaque de Pearl Harbor, le président Franklin D. Roosevelt se présenta devant une session conjointe du Congrès. Depuis l'attaque non provoquée et infâme du Japon, déclara-t-il, la voix serrée d'une fureur contenue, un état de guerre existe entre les États-Unis et l'Empire japonais. Les mots furent accueillis par un tonnerre d'applaudissements. L'Amérique entrait en guerre. Mais avant que le pays ne puisse organiser ses forces, les coups continuaient de tomber, implacables, humiliants et apparemment inarrêtables. Quelques jours après l'attaque aérienne sur les Philippines, des milliers de forces terrestres japonaises débarquèrent. Sans puissance aérienne pour les protéger, les défenses américaines s'effondrèrent dans une série d'assauts rapides et impitoyables. Les Japonais se déployèrent à travers le pays, submergeant chaque position rencontrée. 10 jours plus tard, la capitale philippine Manille était capturée. Pour le commandant américain de la région, c'était une humiliation sans précédent dans sa longue et décorée carrière.
Douglas MacArthur était l'un des généraux les plus célèbres d'Amérique, un homme qui s'était battu avec distinction lors de la Première Guerre mondiale et avait atteint le sommet même du commandement militaire. Mais en infériorité numérique et surpassé en armement, avec sa force aérienne détruite au sol et ses lignes d'approvisionnement coupées, il ne pouvait rien faire. Début mars 1942, sur ordre direct du président Roosevelt, MacArthur fut évacué vers l'Australie. Les États-Unis le considéraient comme trop important, trop précieux en tant que symbole et stratège pour courir le risque qu'il soit capturé. MacArthur fit une promesse qui deviendrait l'une des déclarations les plus célèbres de la guerre. Il jura de revenir, mais les Japonais n'attendaient pas. Ils venaient de bombarder la ville de Darwin, dans le nord de l'Australie, une importante base alliée dans le Pacifique. 8 navires avaient été coulés dans le port de la ville et 10 autres gravement endommagés. 2 terrains d'aviation avaient été mitraillés, détruisant des avions et des réservoirs de stockage de pétrole et tuant plusieurs centaines de personnes. Le raid causa le chaos dans les lignes d'approvisionnement alliées et pendant des semaines, on craignait sincèrement qu'il puisse être le prélude à une invasion japonaise complète de l'Australie elle-même. MacArthur, fraîchement arrivé et encore sous le choc de son éviction des Philippines, fut entraîné dans la défense du pays. Les Philippines et les hommes qu'il avait laissés derrière devraient attendre. Ces hommes, un groupe isolé et désespéré d'Américains et de leurs alliés philippins, étaient retranchés sur la péninsule rocheuse de Bataan, un doigt de terre accidenté s'avançant dans la baie de Manille. Ils étaient coupés du ravitaillement, coupés des renforts, coupés du monde. Ils se battirent avec tout ce qu'ils avaient, fusils, baïonnettes, pure obstination. Ils cherchaient de la nourriture dans la jungle, ils mangeaient de la viande de singe et tout ce qu'ils pouvaient trouver. La malaria ravageait leurs rangs presque autant que les balles japonaises, et à travers tout cela, ils attendaient de l'aide. Ils écoutaient la radio, espérant des nouvelles d'un convoi de secours, d'une flotte de sauvetage, de quoi que ce soit, et rien ne vint. Pas de renfort, pas de ravitaillement, pas de sauvetage, juste le silence d'une nation encore sous le choc et s'efforçant de reconstruire une flotte brisée. « Nous sommes les bâtards combattants de Bataan », proclamait-il amèrement, sans papa, sans maman, sans oncle Sam. C'était une devise née du désespoir, de l'abandon et d'un humour noir que seuls des hommes qui savent qu'ils vont perdre peuvent comprendre, et elle était parfaitement exacte. Face à des assauts japonais répétés, leurs approvisionnements s'épuisant, la nourriture rare, les munitions diminuant, les maladies galopantes, les forces américaines et philippines tinrent bon pendant 4 extraordinaires mois. Mais l'issue était inévitable. 70 000 soldats américains et leurs alliés philippins finirent par se rendre. C'était l'une des plus grandes capitulations de l'histoire militaire américaine, et pour beaucoup, la souffrance ne faisait que commencer. Jusqu'à 10 000 de ces prisonniers mourraient lors de la marche de la mort de Bataan, une marche forcée de plus de 100 kilomètres sous le soleil tropical, sans nourriture ni eau, battus et transpercés à la baïonnette par leurs ravisseurs avant même d'atteindre les camps de prisonniers de guerre japonais. Et toujours, les dominos continuaient de tomber. Tout au long du début de 1942, les États-Unis et leurs alliés subirent une défaite massive après l'autre à travers le Pacifique. Les troupes japonaises occupèrent la colonie britannique de Malaisie, se déployant à travers le pays à une vitesse qui stupéfia les défenseurs. 1 mois plus tard, elles envahirent la capitale Kuala Lumpur. Les forces alliées se replièrent sur Singapour, le centre de la domination britannique dans le Pacifique et supposément la position la plus lourdement défendue de toute la région. Les Britanniques avaient passé des années et des fortunes à transformer l'île en ce qu'ils appelaient une forteresse imprenable, un Gibraltar de l'Est. D'imposants canons côtiers jaillissaient d'emplacements en béton, leurs tubes pointés vers la mer. La garnison était énorme. La confiance du haut commandement britannique était absolue. Mais il y avait une faille fatale dans les défenses de Singapour, si évidente rétrospectivement qu'il semble presque impossible que quiconque ait pu la négliger. Tous les grands canons pointaient vers le sud, vers la mer, d'où les Britanniques s'attendaient à voir venir toute attaque. Le côté terrestre de l'île, faisant face à la jungle malaise au nord, n'était pratiquement pas défendu. Les Britanniques avaient considéré la jungle comme infranchissable. Aucune armée, croyaient-ils, ne pourrait se frayer un chemin à travers ce terrain dense et marécageux. Les Japonais leur prouvèrent catastrophiquement le contraire. Les soldats japonais s'étaient entraînés exactement pour ce type de guerre. Ils avancèrent à travers la jungle à bicyclette et à pied, se déplaçant avec une rapidité et une férocité qui pulvérisèrent chacune des hypothèses britanniques. Dans une tentative désespérée de dernière chance pour stopper l'avancée japonaise, la Grande-Bretagne envoya 2 de ses navires de guerre les plus puissants, le cuirassé Prince of Wales et le croiseur de bataille Repulse, pour intercepter les convois de troupes japonais se dirigeant vers la côte malaise. Les 2 grands navires remontèrent vers le nord sans couverture aérienne. Leurs capitaines,
confiant que la puissance de feu de la Royal Navy serait plus que suffisante, se trompait. Vague après vague de bombardiers torpilleurs japonais les trouvèrent en pleine mer. Les 2 navires furent coulés en moins de 2 heures. Près de 1000 membres d'équipage sombrèrent avec eux, perdus sous les eaux grises de la mer de Chine méridionale. Ce fut un coup dévastateur et une démonstration brutale que l'ère du cuirassé était révolue. La puissance aérienne régnait désormais sur les flots. Les défenses britanniques à Singapour s'effondrèrent. Une force de plus de 90 000 soldats alliés se rendit, la plus grande capitulation de l'histoire militaire britannique. Winston Churchill la qualifierait du pire désastre de l'histoire des armes britanniques. Presque simultanément, la garnison britannique de Hong Kong fut envahie. Il fallut aux Japonais seulement 2 semaines pour la submerger. Hong Kong fut suivi par la Birmanie, un pays dont les défenses avaient été négligées pendant des années. En 2 mois, les Japonais avaient pris la capitale Rangoon. 8 semaines plus tard, le Japon contrôlait le pays tout entier. À travers le Pacifique, des Philippines à la Birmanie, de la Malaisie aux îles Salomon, les dominos tombaient un par un. L'empire du Japon s'étendait à un rythme qui étonnait même les Japonais eux-mêmes. Il était temps pour l'Amérique et ses alliés de riposter. La grande question était comment. Tandis que les planificateurs militaires américains étudiaient leurs cartes du Japon et du vaste océan Pacifique, une chose était parfaitement claire. Le Japon était protégé par une marine extrêmement puissante. Un assaut maritime si tôt après l'attaque dévastatrice sur la flotte du Pacifique à Pearl Harbor serait suicidaire, mais une attaque aérienne semblait tout aussi impossible. Les bases américaines les plus proches avaient été aux Philippines et les Philippines étaient désormais sous contrôle japonais. Les bases restantes les plus proches étaient des sites comme l'archipel hawaïen, à plus de 5000 km des îles japonaises. C'étaient des centaines de kilomètres au-delà du rayon d'action de tout bombardier américain à long rayon d'action. Le Japon, semblait-il, était intouchable. Où l'était-il? Pendant des semaines, un groupe trié sur le volet de pilotes et leurs avions avait suivi un entraînement spécial à la base aérienne d'Eglin en Floride. Le plan était audacieux au point de la folie. Transporter un petit contingent de bombardiers B-25 Mitchell à bord d'un porte-avions, naviguer jusqu'à 650 km du Japon et de là, lancer un raid aérien sur Tokyo elle-même. Le Mitchell était un compromis. Ce n'était ni le bombardier américain ayant le plus long rayon d'action ni le plus puissant, mais il était assez gros pour transporter une charge de bombes significative et, de manière cruciale, assez petit, tout juste, pour tenir sur le pont d'un porte-avions. Néanmoins, l'opération était semée de dangers à chaque tournant. Les porte-avions n'étaient pas conçus pour être utilisés par des bombardiers moyens. Leur pont d'envol était trop court, les bombardiers trop gros et trop lourds. L'idée entière défiait la sagesse militaire conventionnelle. À la base aérienne de Floride, les Mitchell furent allégés pour retirer chaque once de poids superflu. Des réservoirs de carburant supplémentaires furent installés pour gagner chaque kilomètre d'autonomie possible. Les pilotes furent soumis à un programme d'entraînement intensif et coûteux, pratiquant des décollages sur pistes courtes encore et encore. Les essais montrèrent que les avions modifiés seraient tout juste capables de décoller du pont du porte-avions, à condition que tout se passe parfaitement. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Mais il y avait un problème bien plus grave, un que chaque homme de l'escadron comprenait. Les Mitchell pourraient peu être décollés d'un porte-avions, mais le pont d'envol était bien trop court pour qu'ils reviennent atterrir. Il n'y aurait pas de retour au navire. Le seul espoir de rentrer sain et sauf était de survoler le Japon, traverser la mer et atteindre des pistes d'atterrissage improvisées à la hâte le long de la côte chinoise. Même alors, les Mitchell voleraient à la limite absolue de leur autonomie, peut être au-delà. C'était, selon toute mesure raisonnable, une mission potentiellement suicide, et il fallait quelqu'un d'extraordinaire pour la commander. Son nom était le lieutenant-colonel James Doolittle, et c'était l'un des aviateurs les plus célébrés de l'histoire américaine. Jimmy Doolittle était un homme célèbre pour son habileté et son audace dans les airs. Il fut le premier homme à traverser les États-Unis en avion en moins de 24 heures. Il avait remporté certains des trophées les plus prestigieux de l'aviation pour des vols de vitesse et d'endurance, et il fut le premier homme à décoller, voler et atterrir un avion en utilisant uniquement des instruments pour le guider, prouvant que le vol aux instruments était possible. Mais ceci serait la mission la plus difficile et la plus dangereuse de Doolittle. Rien dans sa remarquable carrière ne l'avait préparé à ce qu'il s'apprêtait à tenter. 4 mois après l'attaque dévastatrice de Pearl Harbor, l'Amérique était enfin prête à frapper en retour. L'USS Hornet appareilla de San Francisco, transportant 16 bombardiers, 25 Mitchell, arrimés à son pont d'envol. Ils étaient trop grands pour être stockés dans les hangars en dessous. Pour quiconque regardait le navire quitter le port, le spectacle devait être surréaliste. Un porte-avions hérissé non pas d'élégants chasseurs de la marine, mais d'encombrants bombardiers de l'armée, arrimé à chaque centimètre de pont disponible. 12 jours plus tard, à mi-chemin dans le Pacifique, le Hornet rejoignit un second porte-avions américain, l'Enterprise, et une escorte de croiseurs et de destroyers. Le 17 avril,
une petite cérémonie eut lieu à bord du Hornet qui captait parfaitement l'esprit de la mission. Des médailles japonaises, celles qui avaient été offertes à des militaires américains lors d'une visite d'État de bonne volonté au Japon en 1908, à une époque différente, quand les deux nations étaient amies, furent cérémonieusement attachées à l'une des énormes bombes de 250 kilos. Les bombes furent aussi barbouillées de slogans par des équipages souriants. L'un disait « Vous allez avoir un sacré choc avec ça ». Un autre, avec un humour noir que seuls des hommes face à la mort peuvent rassembler « Je ne veux pas mettre le feu au monde, juste à Tokyo ». 6 jours après avoir quitté les États-Unis, le Hornet était enfin à portée de frappe du Japon. La mission était dans les temps, la tension était électrique, et puis ce fut l'urgence. Les opérateurs radars de l'Enterprise détectèrent 2 navires japonais à proximité. Un message fut transmis au Hornet, 2 embarcations de surface ennemies signalées. L'Enterprise envoya des avions de reconnaissance pour enquêter. Ils trouvèrent un petit bateau de patrouille, puis quelques autres. Ils semblaient faire partie d'un système d'alerte japonais, des bateaux de piquet dont le seul but était de guetter les navires ennemis en approche. Les navires de guerre américains ouvrirent le feu. Des centaines d'obus ciblèrent les bateaux japonais, mais la question cruciale restait en suspens. L'un des bateaux de piquet avait-il réussi à envoyer un message radio avant d'être coulé? La flotte américaine en approche avait-elle été détectée? Les commandants faisaient face à un terrible dilemme. Ils pouvaient continuer vers le Japon et risquer d'être interceptés par toute la puissance de la marine japonaise, ou ils pouvaient lancer les bombardiers immédiatement, même si la flotte était encore bien plus loin du Japon que prévu, ce qui signifiait que Doolittle et ses hommes, volant déjà à la limite absolue de leur autonomie, devraient maintenant voler encore plus loin pour atteindre ces lointains terrains d'aviation chinois. La décision fut prise. Il était trop risqué d'attendre. Les bombardiers décolleraient maintenant. À 8 heures du matin, un message fut transmis au Hornet. Lancez les avions, au colonel Doolittle, et à son vaillant commandement. Bonne chance et que Dieu vous bénisse. Le moment était arrivé, des heures plus tôt que prévu, à des centaines de kilomètres plus loin du Japon que voulu. Chaque homme dans ces 16 bombardiers savait que les calculs venaient d'empirer. La distance supplémentaire pourrait être la différence entre atteindre la Chine et amérir dans l'océan. À Withvingt, le propre Bvink 5 de Doolittle était le premier en ligne. Le pont du Hornet tanguait violemment dans la mer forte. D'énormes vagues transformaient le porte-avions en balançoire, la proue montant et descendant de 10 mètres à chaque houle. Les embruns salés fouettaient les pare-brises. Un membre d'équipage posté à l'extrémité du pont d'envol observait le rythme des vagues, chronométrant son signal pour que chaque avion puisse commencer sa course sur un pont en remontée et gagner ces quelques précieux mètres d'altitude supplémentaire. Alors que la proue se soulevait vers le ciel, il agita les bras. Doolittle relâcha les freins. Le Mitchell s'élança en tonnant sur un pont qui semblait impossiblement court, l'extrémité se ruant vers lui, l'océan bouillonnant en dessous, et puis les roues quittèrent le pont et le lourd bombardier tituba dans le ciel, griffant l'altitude au-dessus du Pacifique gris. Un par un, les 15 bombardiers restants suivirent à de brefs intervalles. Chaque décollage un pari à main blanche contre le pont en tangage et le vent hurlant. Chacun d'entre eux réussit. L'un des raids les plus audacieux de l'histoire de l'aviation était en cours. 4 heures plus tard, les Raiders de Doolittle étaient au-dessus de Tokyo. Le raid lui-même fut l'affaire de quelques minutes. Les bombardiers rugissant à basse altitude au-dessus de la ville, larguant leurs charges sur des usines et des installations militaires, puis virant sec et filant vers le large. Les dégâts physiques au Japon furent minimes. Une poignée de bâtiments détruits, quelques incendies allumés et rapidement maîtrisés, mais les dégâts émotionnels furent profonds. Le peuple japonais s'était longtemps fait dire par ses dirigeants que les îles de la métropole étaient invulnérables, qu'aucun ennemi ne pourrait jamais atteindre le sol sacré du Japon. Doolittle et ses 80 Raiders prouvèrent que c'était un mensonge. Le choc psychologique se propagea à travers tout le pays. Si des bombardiers américains pouvaient atteindre Tokyo, alors nulle part n'était en sécurité. Plusieurs heures plus tard, les Américains étaient en route vers les pistes d'atterrissage de la côte chinoise. Aucun d'entre eux n'atteindrait ces terrains d'aviation. Au-dessus de la mer de Chine, ils rencontrèrent un vent contraire brutal qui dévora le carburant de leurs réservoirs déjà épuisés. Un par un, chaque avion fut contraint d'amérir ou de se poser en catastrophe, certains s'écrasant en mer, d'autres effectuant des atterrissages d'urgence dans la campagne chinoise. Mais remarquablement, contre toute attente, tous, sauf 7 des 80 raiders, finiraient par rentrer sains et saufs, nombre d'entre eux secourus et abrités par de courageux membres de la population chinoise locale qui risquèrent leur propre vie pour les aider. De retour en Amérique, les Raiders de Doolittle furent accueillis en héros. Doolittle lui-même fut promu général et devint une icône nationale
Canal, l'homme qui prouva que l'Amérique pouvait frapper en retour. Le géant endormi avait montré les dents, et le raid Doolittle n'était que le début, car ce que le raid prouva véritablement, c'est que le pari japonais de Pearl Harbor avait échoué. L'Amérique n'était pas vaincue, l'Amérique n'était pas brisée, l'Amérique était furieuse, mobilisée et enfin prête à déchaîner une forme entièrement nouvelle de guerre navale, une qui allait transformer la guerre dans le Pacifique tout entier. À la fin du printemps 1942, la machine de guerre des États-Unis avait accéléré à une échelle que le monde n'avait jamais vue. C'était une transformation si rapide et si totale qu'elle étonna même les Américains eux-mêmes. À travers le pays, des usines civiles furent converties à la production de guerre presque du jour au lendemain. La production d'avions atteignit des chiffres qui auraient semblé fantasques à peine 12 mois plus tôt. Des fabriques de machines à écrire reconvertirent leurs machines de précision pour fabriquer des fusils. Des usines automobiles qui produisaient des Ford et des Chevrolet construisaient maintenant des chars Sherman et des Jeeps par milliers. Des chantiers navals à moitié vides pendant la dépression travaillaient maintenant en 3 équipes, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, dans une course désespérée pour construire des porte-avions. Les navires que tout le monde comprenait maintenant décideraient de l'issue de la guerre. La puissance industrielle des États-Unis, une fois pleinement déchaînée, était une force qu'aucune nation sur Terre ne pouvait égaler, et le Japon, malgré tout son génie militaire et ses gains territoriaux, était sur le point de découvrir à quel point il avait sous-estimé l'ennemi qu'il avait choisi de combattre. Le secrétaire à la marine, Frank Knox, parla au nom de millions d'Américains quand il déclara « Vous avez commencé cette guerre, nous allons la finir ». La réponse de Tokyo au raid Doolittle fut rapide et complète. Hideki Tojo ordonna à ses planificateurs militaires de construire un anneau défensif de base terrestre autour de tout le périmètre du nouvel empire japonais. L'objectif était de protéger les approvisionnements vitaux du Japon en ressources naturelles, avant tout le pétrole qui faisait tourner la machine de guerre. La moitié de l'anneau était déjà en place. Le Japon contrôlait la majeure partie de la côte chinoise, tout le sud-est asiatique et les Philippines. Début mai, pour combler les lacunes restantes, le Japon s'empara des îles Salomon. 2 jours plus tard, une puissante flotte japonaise pénétra dans la mer de Corail, visant à capturer la Papouasie-Nouvelle-Guinée et à compléter le périmètre défensif. L'amiral commandant cette force était sans doute le plus grand stratège naval du Japon. L'amiral Isoroku Yamamoto avait été le cerveau derrière l'attaque de Pearl Harbor. Il avait étudié à Harvard. C'était un homme qui avait beaucoup voyagé en Amérique et qui croyait comprendre le pays et son peuple. À sa disposition se trouvait être la force navale la plus puissante du monde. 3 porte-avions, 9 croiseurs, 15 destroyers et des dizaines de navires de soutien. Mais Yamamoto n'était pas le seul esprit naval brillant dans le Pacifique. Face à lui, de l'autre côté de la mer de Corée, se trouvait l'amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la marine américaine dans le Pacifique. Nimitz était un vétéran de la Première Guerre mondiale et reconnu comme l'un des tacticiens les plus doués de l'armée américaine. Il menait une flotte redoutable, 2 porte-avions et un assortiment de croiseurs et de destroyers. Certains de ces navires avaient miraculeusement échappé à la dévastation de Pearl Harbor. D'autres avaient été rapidement rafistolés et renvoyés en mer. Alors que ces 2 énormes flottes voguaient l'une vers l'autre, la guerre navale allait changer à jamais. Pendant des siècles, les batailles en mer avaient été livrées au canon, un affrontement d'artillerie entre navires de guerre qui pouvaient se voir de part et d'autre des flots. Le navire avec les plus gros canons et le blindage le plus épais gagnait généralement, mais la pièce maîtresse de ces nouvelles flottes étaient les porte-avions, d'énormes aérodromes flottants, armés de chasseurs et de bombardiers torpilleurs. Cela changeait tout. Les canons n'avaient plus qu'un rôle purement défensif. Les porte-avions adverses pouvaient être séparés par des centaines de kilomètres d'océan ouvert, bien au-delà de l'horizon, complètement invisibles l'un pour l'autre. Tout le combat se faisait dans les airs, et le nouveau facteur décisif était le renseignement, découvrir où se trouvait l'ennemi et faire décoller vos avions avant qu'ils ne vous trouvent. Pendant 2 jours éprouvants, les 2 flottes envoyèrent des avions de reconnaissance scruter la mer de Corail. Aucun des 2 camps ne savait ce qui était là. Dehors, aucun ne savait où les porte-avions ennemis se cachaient. L'océan était vaste, la couverture nuageuse épaisse, et pendant 48 heures d'angoisse, 2 des forces navales les plus puissantes jamais assemblées se cherchèrent à l'aveugle. Puis des avions de guerre américains localisèrent le porte-avions japonais Shoho. Nimitz ordonna à ses bombardiers en piqué d'attaquer. 13 bombes de 500 kilos transpercèrent le pont d'envol du Shoho, s'enfonçant profondément à l'intérieur du navire et détonnant dans ses hangars. Des heures plus tard,
englouti par les flammes, le Shōho coula sous les vagues. La bataille de la mer de corail avait commencé. Le lendemain, Yamamoto frappa en retour avec une force dévastatrice. Les éclaireurs japonais localisèrent le porte-avions américain Lexington, l'un des navires les plus grands et les plus aimés de la marine américaine. Yamamoto envoya tout ce qu'il avait. Le Lexington fut bientôt touché par de multiples torpilles et bombes. Son porte-avions jumeau plus petit, le Yorktown, fut également frappé. Une seule bombe traversa 4 ponts avant d'exploser au cœur du navire, tuant 37 hommes. Mais les Américains ripostaient. Des bombardiers en piqué américains trouvèrent le second porte-avions de Yamamoto, le Shokaku, et pilonnèrent son pont d'envol si sévèrement qu'il ne pouvait plus lancer ni récupérer d'avion. Il était effectivement hors de combat. Alors que l'obscurité tombait sur la mer de corail, le Lexington était toujours à flot, meurtri, en flammes, mais combattant encore. Son équipage travaillait frénétiquement pour maîtriser les dégâts, et puis vint le moment que tous à bord redoutaient. Au plus profond du navire, une fuite de carburant non détectée avait répandu des vapeurs d'essence à travers les compartiments inférieurs. Sans avertissement, le Lexington explosa dans une colossale détonation interne. Les flammes balayèrent le grand porte-avions. Dans une évacuation désespérée, l'équipage abandonna le navire. Remarquablement, tous, sauf 215 des près de 3000 hommes à bord, furent tirés de l'eau vivants. Plus tard dans la soirée, le Lexington fut sabordé par une torpille américaine, envoyée par le fond par son propre camp pour empêcher toute possibilité de capture. La bataille de la mer de corail se termina par un match nul, tactique. Les deux camps avaient perdu un porte-avions, les deux avaient infligé et subi de lourds dommages. Les pilotes des deux côtés avaient fait preuve d'un courage extraordinaire, et le tribut payé par les hommes qui servaient sur ces navires, les équipes de contrôle des avaries qui combattaient les incendies sous les ponts, les pilotes qui décollaient sans savoir s'ils reviendraient, les marins qui abandonnaient des navires en flammes et nageaient dans des eaux infestées de requins, était immense. Mais la signification stratégique de la mer de corail allait bien au-delà du bilan des navires coulés et des hommes perdus. Pour la première fois dans toute la guerre du Pacifique, pour la première fois depuis le matin dévastateur de Pearl Harbor, les États-Unis avaient affronté la puissante marine japonaise dans un engagement majeur de flotte et l'avaient combattue jusqu'à l'égalité. L'avancée japonaise vers la Nouvelle-Guinée fut stoppée. L'élan implacable de conquête qui avait englouti les Philippines, la Malaisie, Singapour, la Birmanie et les Indes orientales néerlandaises avait enfin été freiné. Et le mythe de l'invincibilité japonaise en mer, le mythe qui avait paralysé la planification alliée et brisé la confiance alliée depuis le 7 décembre, était fissuré. Pas encore brisé, non, pas encore, mais craquelé. Et à travers cette fissure, un rayon d'espoir commençait à poindre. Il était temps pour l'Amérique d'enfoncer le clou. Et il s'avéra que les Américains disposaient d'une arme secrète dont les Japonais ne savaient rien. Dans un bâtiment sans fenêtre à Washington, une opération ultra-secrète baptisée Magic changeait discrètement le cours de la guerre. Une équipe de brillants décrypteurs américains avait accompli ce que les Japonais croyaient impossible. Ils avaient percé les communications cryptées de la marine impériale. L'Amérique pouvait désormais lire les messages militaires les plus sensibles du Japon presque aussi vite que les commandants japonais eux-mêmes. C'était l'avantage ultime sur le nouveau front crucial de la guerre moderne, le renseignement, et il allait payer de manière spectaculaire. Fin mai 1942, Magic intercepta les plans japonais pour une grande attaque surprise contre une cible désignée dans leur message codé uniquement comme AF. La cible se trouvait clairement quelque part dans le Pacifique central, mais où exactement? La désignation pouvait correspondre à n'importe quel nombre d'îles ou d'atolls éparpillés sur des milliers de kilomètres d'océan. Les stratèges navals épluchèrent les cartes. Un candidat se distinguait au-dessus de tous les autres. Le minuscule atoll corallien de Midway, une importante base militaire américaine dans la chaîne hawaïenne. Midway se dressait comme une sentinelle au centre du Pacifique. Si le Japon pouvait s'en emparer, l'atoll servirait de point de lancement idéal pour un second, et cette fois véritablement décisif, assaut contre Pearl Harbor. Mais les décrypteurs devaient en être certains. Une mauvaise estimation pourrait signifier positionner toute la flotte américaine au mauvais endroit, laissant la vraie cible grande ouverte. Ils tendirent donc l'un des pièges de renseignement les plus élégants de toute la guerre. La base américaine de Midway reçut l'instruction d'envoyer un message radio non codé, délibérément non crypté, transmis en clair là où il savait que les stations d'écoute japonaises le capteraient, signalant des problèmes avec le système de dessalement d'eau de l'île. Une pompe à eau en panne, rien de dramatique, rien qui éveillerait les soupçons, juste un appât, banal, crédible, tendu devant l'ennemi, et les Japonais l'avalèrent tout entier. En quelques heures, le renseignement naval américain intercepta un signal codé japonais qu'il pouvait maintenant lire grâce à Magic, rapportant
constatant que la cible AF connaissait des difficultés d'eau. Le piège s'était refermé. La confirmation était absolue et irréfutable. AF était Midway. La nouvelle fut transmise à l'amiral Nimitz. Il savait maintenant exactement où les Japonais frapperaient ensuite, et plus important encore, il savait quand. Début juin, les Japonais montèrent une attaque de diversion contre les îles Aléoutiennes, loin au nord, au large de l'Alaska. L'idée était une diversion classique, attirer la flotte du Pacifique américaine à des milliers de kilomètres au nord pour défendre les Aléoutiennes, laissant la voie libre aux Japonais pour s'emparer de Midway sans opposition. Mais Nimitz, armé des renseignements des décrypteurs, perça la ruse à jour immédiatement. Il ignora totalement l'attaque des Aléoutiennes et positionna ses porte-avions au nord-est de Midway, cachés et en attente. Le piège était tendu. Le 4 juin 1942, les porte-avions japonais lancèrent un assaut aérien massif sur Midway. Mais la base américaine était prête. Les chasseurs décollèrent pour affronter la vague entrante et les canons anti-aériens remplirent le ciel de tirs. Ce n'était pas ce que le commandant japonais, l'amiral Chuichi Nagumo, avait prévu. Il s'attendait à une frappe facile et sans opposition contre une cible qui ne se douterait de rien. Au lieu de cela, il trouva une base prête à encaisser le coup. Nagumo devait s'adapter rapidement. Il avait gardé un certain nombre d'avions en réserve sur ses porte-avions, armés de bombes et de torpilles spécialement conçus pour attaquer des navires ennemis, une précaution standard au cas où des navires de guerre américains apparaîtraient de manière inattendue. Mais maintenant, il avait besoin de chaque avion disponible pour achever les défenses de Midway. Il ordonna à ses équipes de pont de remplacer les armements anti-navires et de recharger les avions de réserve avec des bombes à fragmentation pour un second assaut sur l'île. Ce fut une décision fatidique et le destin n'en avait pas fini avec lui. Alors que le réarmement frénétique était encore en cours, avec des bombes, des torpilles et du carburant d'aviation éparpillés sur les ponts de hangar de 4 porte-avions japonais, dans la configuration la plus dangereuse possible, des avions de reconnaissance japonais transmirent un message urgent et électrisant. 3 énormes porte-avions américains, soutenus par un écran de navires de guerre, fonçaient sur eux depuis le nord-est. Nagumo faisait face à la décision la plus déchirante de sa carrière. Devait-il poursuivre l'attaque sur Midway avec les bombes à fragmentation que ses avions étaient en train de charger, ou devait-il tout arrêter, dégager les ponts et commencer le laborieux processus de réarmement de ses avions une fois de plus, cette fois avec les torpilles anti-navires nécessaires pour attaquer une flotte de porte-avions ennemis. Il hésita, il débattit, il vacilla, et dans cette hésitation, ces minutes d'indécision agonisante sur le pont de l'Akagi, toute la guerre du Pacifique pivota sur son axe. Les porte-avions américains avaient déjà lancé leur attaque. Vague après vague d'avions américains fondirent sur la flotte japonaise. Les premières attaques, par des bombardiers torpilleurs lents et vulnérables volant à basse altitude au-dessus de l'eau, à peine 60 mètres, furent une catastrophe. Ces équipages courageux volèrent droit dans un mur de tirs anti-aériens et d'essaims de chasseurs zéro japonais. Escadron après escadron fut anéanti. L'escadrille de torpilleurs 8 du Hornet perdit chacun de ses avions, 15 appareils, tous abattus, des 30 hommes qui volèrent cette mission, un seul survécut, cramponné à un coussin de siège dans l'océan ouvert. Les escadrilles de torpilleurs de l'Enterprise et du Yorktown ne s'en sortirent guère mieux. Les avions étaient trop lents, trop bas, trop exposés. Ils n'avaient presque aucune escorte de chasseurs, et pas une seule de leurs torpilles ne trouva sa cible. Le sacrifice de ces équipages de bombardiers torpilleurs fut terrible et absolu. Leur attaque sembla sur le moment avoir été totalement vaine, vague après vague d'hommes courageux volant vers une mort certaine pour aucun résultat. Mais leur sacrifice ne fut pas vain, et l'histoire révélerait pourquoi. En attaquant à hauteur des vagues, les bombardiers torpilleurs avaient forcé chaque chasseur japonais à descendre au niveau de la mer pour les intercepter. La patrouille aérienne de combat, les Zéros qui auraient dû défendre la flotte depuis les hauteurs, étaient maintenant au ras de l'eau, leur carburant s'épuisant, leur altitude disparue. Le ciel au-dessus des porte-avions japonais était, pendant quelques minutes critiques, complètement vide. Et c'est dans ce ciel vide, à ce moment précis, que les bombardiers en piqué américains arrivèrent. Ce qui suivit fut sans doute les 5 minutes les plus lourdes de conséquences de toute la guerre du Pacifique. Les bombardiers en piqué, des Dauntless de l'Enterprise et du Yorktown, basculèrent et plongèrent presque verticalement vers les porte-avions japonais en dessous. Ils les trouvèrent dans le pire état possible. Des ponts d'envol encombrés d'avions en cours de réarmement, des tuyaux de carburant serpentant partout, des bombes et des torpilles empilées à l'air libre, de l'essence d'aviation stagnant sur les planchers des hangars.
En 5 minutes, seulement 300 secondes, les bombes américaines transformèrent 3 des plus grands et plus puissants porte-avions du Japon en épaves, en flammes et explosant. Les détonations déchirèrent les hangars remplis d'avions armés et de carburant volatile, déclenchant des réactions en chaîne qu'aucun équipage ne pouvait espérer contenir. Les flammes engloutirent les 3 navires. Les 3 couleraient avant la fin de la journée. Cet après-midi-là, les Japonais réussirent une dernière frappe. Des avions du seul porte-avions survivant de Nagumo trouvèrent l'USS Yorktown et l'endommagèrent au-delà de toute réparation. Il coulerait lui aussi. Mais c'était une maigre consolation pour les Japonais, car plus tard, ce même jour, des bombardiers américains trouvèrent le 4e et dernier porte-avions de Nagumo et marquèrent un coup direct dévastateur. Il explosa en un brasier ardent, le dernier de la force de frappe du Japon à Midway, brûlant sur le Pacifique ouvert. La bataille de Midway était terminée, et la marine impériale japonaise avait subi la défaite la plus catastrophique de toute son histoire. 4 porte-avions de flotte, l'Akagi, le Kaga, le Soryu et le Hiryu, disparus, envoyés au fond du Pacifique en une seule journée. Plus de 2000 marins japonais tués, des centaines de pilotes vétérans irremplaçables, des hommes qui avaient passé des années à s'entraîner, des hommes qui avaient attaqué Pearl Harbor et balayé le Pacifique avec une aura d'invincibilité perdue à jamais. Des mois auparavant, le Japon avait tout misé sur une seule stratégie audacieuse: pousser l'Amérique hors du Pacifique par un coup rapide et décisif, détruire la flotte à Pearl Harbor, s'emparer d'un empire s'étendant de la côte chinoise au Pacifique central et mettre les Américains devant le fait accompli. Ils seraient trop démoralisés pour contester. Le pari avait échoué. Les États-Unis régnaient désormais sur les flots. L'équilibre des forces dans le Pacifique avait basculé de manière décisive et permanente. Mais la guerre dans le Pacifique était loin d'être terminée. Le Japon restait invaincu sur terre. Ses armées tenaient encore de vastes étendues de territoires conquis à travers le sud-est asiatique et les îles du Pacifique. Les prochaines années de guerre seraient dévastatrices pour les 2 camps.